Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait en français, en anglais ou en allemand des personnes engagées, inspirées et inspirantes qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle et depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes et entrepreneurs dans l'éclosion et la floraison de leur personnalité et projets. Excellente écoute et à tout de suite. Bon, c'est parti alors. Laura Dietrich, Laura Di, bienvenue. Merci. Je suis hyper heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Juste avant qu'on commence, je t'ai demandé si on faisait des petits échauffements de voix, mais t'avais l'air prête. Oui, ça va. Et je dis ça parce que nous allons faire aujourd'hui... Parce qu'en outre, nous allons faire 2 enregistrements, un en français et un en allemand. Donc, les personnes qui nous écoutent, vous aurez accès... On va pas dire les mêmes choses dans les deux, vous allez voir, ça va être top. Et Laura Di, tu es ici, aujourd'hui entre autres, pour nous raconter ta passion. Comment est-ce que je peux présenter ta passion, ton hobby, ton métier, ton rêve de métier ? Je dirais ma passion, peut-être aussi rêve de métier. Parce qu'en fait, mon métier pour gagner ma vie, c'est professeur au lycée, au gymnasium. Mais ma passion, c'est être chanteuse, compositrice, pianiste, voilà. Et alors, moi, je t'ai découvert, du coup, j'ai été regarder et il y a 2 choses qui m'ont beaucoup marquée. C'est que d'une part, c'est vraiment chanter. Ce que tu fais, c'est chanter et en plus en allant dans plein de rythmes différents, dans des hauteurs différentes. Et tu joues extrêmement bien au piano aussi. Donc tu es à la fois, comme tu dis, chanteuse, musicienne et compositrice, c'est ça ? C'est ça. Ouais, il y a une longue étude de musique derrière. J'ai fait des études au Conservatoire de Freiburg, Musikhochschule Freiburg. Et voilà, il fallait maîtriser le piano très très bien. J'ai eu une formation de chant classique aussi. Et ça me facilite la chose. Ça veut dire si je compose des chansons maintenant, j'utilise toutes mes connaissances de piano et de chant que j'ai. Et voilà, comme ça, c'est plus facile pour moi de vraiment être sur scène très rapidement avec ce que je fais parce qu'il y a une longue formation derrière. Et alors en plus, la particularité, comme on l'entend, tu es d'origine allemande, mais alors tu chantes en français. Et tu habites en Allemagne. Ouais. Raconte-nous, genre, comment on en arrive. J'adore, ouais, c'est fou, hein, mais j'adore les défis. Pour moi, j'ai commencé en anglais, comme presque tous les Allemands, parce que nous, les Allemands, on est profondément marqués par la musique pop chantée en anglais. Et je n'aimais pas du tout les chansons en allemand, chantées en allemand, quand j'étais petit. Mais plus tard, j'ai découvert ça et je me suis dit, il y a une grande scène de singer-songwriter ou des cabarettistes qui chantent bien sûr en allemand. Et j'ai essayé ça, j'ai aimé. Et quand j'ai commencé à essayer de chanter en français, je crois la première fois c'était en 2008, quand j'étais encore dans un autre groupe et j'avais composé une chanson qui s'appelait Tu m'as dit. Et j'adressais à un homme qui voulait avoir une relation avec moi, mais qui fait plein de fautes. Et j'aimais ça. Et alors, j'ai gardé cette chanson. C'était ma première chanson que j'ai gardée pour mon projet Laura Di dans mon programme. Et après, je me suis dit lentement, mais pourquoi pas ajouter d'autres chansons en français ? Et la question de langue, c'était toujours une grande question pour moi parce que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je chante en anglais ? Pourquoi est-ce que j'ai envie maintenant de chanter en allemand et qu'est-ce que je fais avec le français ? Et l'année dernière, je me suis dit, tout court, maintenant je me décide. En plus, j'écoute énormément de podcasts et je lis énormément de newsletters des gens qui donnent des avis aux musiciens, aux musiciennes. Et j'ai toujours appris, il faut se décider pour avoir un programme ou une Schublade, un tiroir peut-être. On peut dire ça en français, avoir un tiroir. Est-ce que c'est une niche ? Une niche peut-être, ouais, c'est ça. Une particularité, Ouais, c'est ça. Et ces gens-là disent toujours, il faut, man muss sich in eine Schublade stecken. Il faut te mettre dans un tiroir pour savoir, OK, elle fait du soul, elle fait du folk de Suède ou elle fait de la chanson française. Voilà.
Faut dire que le tiroir est plus élégant que la niche. Oui, peut-être. Ouais. Nous, on a les deux mots. Hein. On a le tiroir pour se faire classer. Okay. Et on a la niche pour dire, je fais quelque chose, ce qui ne font pas beaucoup d'autres gens. Okay. Voilà, c'est ça. Et j'ai découvert ça, que ça me rend plus singulier maintenant. Et j'adore ça, j'adore être singulière. Quand je dis, je fais de la chanson française, mais je suis allemande, que de dire, je suis singer-songwriter, je chante un peu dans toutes les langues, parce que ça n'intéresse à personne. Ça n'intéresse personne. Tu donnes une certaine coloration, on va dire, à ce que tu fais. Donc... Et dès que je dis ça, il y a des gens qui réagissent comme « Ah, j'ai une copine qui vient de France, je vais lui dire de venir à ton concert. Ah oui, mon mari, il adore voyager en France, je vais lui dire... quand j'étais petit, ma mère... Il y a toujours des histoires et des liens avec d'autres personnes qui surgissent quand je dis la France, chanson française, chanter en français, etc. Et ça a quelque chose d'intéressant et de spécifique. Ouais. Est-ce que c'est correct de dire que du coup, tu maîtrises une palette beaucoup plus large, mais oui. quand tu présentes, tu choisis de te concentrer sur un point vraiment particulier? Exactement, oui, c'est ça. Et alors, est-ce que pour autant, tu réouvres après ou même pas? Juste par curiosité. Je ne sais pas encore. Ah oui. En ce moment, je me sens très à l'aise. Je voulais absolument faire cet album que je vais publier en octobre, qui est en français. Il y a un seul titre en allemand, mais 9 titres en français. Et je me suis dit, je vais faire ça maintenant. Je suis la femme au béret rouge, si tu me vois dans les réseaux sociaux, qui fait toujours allusion à être une Française sans lettres. Et j'aime bien ce rôle-là. Et je crains que si je change maintenant, dans une année, et je reviens à tout ça, je vais perdre cette figure que j'ai créée là. Et pour le moment, je pense que j'aime le statut de chansonnière française de Berlin. Peut-être je vais garder ça pendant longtemps encore. J'ai vu que tu avais composé tes premières chansons à 14 ans. C'est ça. Je ne vais pas te demander quel âge tu as, mais ça a été un chemin qui a été avec interruption, avec des détours. Comment ça s'est fait depuis? Oui, en fait, j'ai commencé à l'école. On était ensemble. J'avais une copine française aussi, franco-allemande en fait. Hier, j'ai posté une photo de nous deux à l'âge d'11 ans parce que je me suis dit, elle aussi, elle était une influence forte parce qu'à sa maison, ils ont toujours parlé allemand. Elle s'appelait Stéphanie, si elle écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jacqueline, sa mère. Mais nous avons chanté en anglais, bien sûr. On était fans de Michael Jackson, de Madonna. Et on a on a composé ensemble notre première chanson. Là, c'était déjà à l'âge de 11 ans, je crois. Mais après, j'ai fait d'autres à 14 ans. Mais ce n'est qu'après les études, à l'âge de 26, 27 ans, que j'ai commencé à être chanteuse dans un groupe. On a tout fait en anglais. Et puis... c'était à l'âge de 32 ans, je pense, que j'ai commencé mon projet, Loradi. Voilà. Où tu t'es engagée dedans. Qu'est-ce qui t'a fait justement t'y engager plus qu'avant? Que je m'engage plus je crois que je sais plus du domaine... de ce domaine-là. Alors, j'ai compris plus comment on peut avoir du succès dans la musique. Alors, les démarches qu'on doit faire, comment être visible, comment créer des liens. Et là, je rentre d'une année sabbatique que j'ai pris juste pour me mettre dans la musique. Et ça m'a apporté plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Moi, les accords, ce sont deux. Et j'ai créé beaucoup de liens et ça m'a vraiment rempli. Je suis allée, par exemple, à Saarbrücken pour connaître le team de SR2, Gerd Heger et Evelyn Kreb qui font l'émission Rendez-vous chanson. Alors, c'est l'émission la plus importante pour la chanson française qui existe en Allemagne.
et je les connais maintenant. C'est hyper important pour moi. En plus, ils sont super sympas. J'ai créé des amitiés avec des chanteurs, chanteuses en France parce que j'invite aussi régulièrement surtout des femmes dans un programme qui s'appelle French and Female Vibes pour faire des concerts ensemble à Berlin. Et alors, mon concert de release, le 17 octobre, va être un de ces concerts. Alors, il y a Almé de Paris qui vient, une chanteuse super intéressante qui compose comme moi sur le piano, qui a une formation de piano classique, mais qui est aussi beaucoup dans l'électro. Et Delphine Maillard, qui surgit aussi sur mon album, qui va venir de Tours. Elle a vécu longtemps à Berlin, maintenant elle est juste revenue et elle va faire le voyage pour chanter avec moi Gisèle, qui parle de Gisèle Pellico. Et voilà, c'est tout nouveau. Alors, il y a un an, je n'avais pas ces contacts-là. Et il y en a plein d'autres, mais ce sont quelques exemples. Et alors, cette année sabbatique, comment tu l'as organisée ? J'étais beaucoup à l'ordinateur. Oui, en amont, tu veux dire ? C'est-à-dire que c'était tout prêt pour le début de l'année ? Tu avais déjà un programme qui était prévu pour toute l'année ? J'avais quelques concerts qui étaient prévus. Je savais où j'allais jouer. Par exemple, je me suis dit, maintenant c'est possible de jouer un lundi soir à Düsseldorf, parce que je n'ai pas cours mardi matin, de faire partie à un concours de chanteurs à Munich un mercredi soir. Alors j'ai fait des choses comme ça. Et puis j'ai enregistré mon album. Alors je me suis dit, entre décembre et mars, je vais avoir tout enregistré. Et après, il y a la promo. Il faut organiser un très beau lieu pour le concert de sortie. Il faut régulièrement écrire avec des gens qui ont des idées, qui ont d'autres liens, des contacts, etc. Tout ça, j'ai appris, tout s'agit de tes contacts. Le plus grand, ton réseau, avec des gens qui savent vraiment plus que toi. Il faut vraiment avoir des gens avec de la sagesse. Par exemple, Delphine Maillard, elle sait beaucoup de choses très, très intéressantes pour moi sur ce marché-là. Et au début, je lui ai posé des questions, elle répondait et j'écrivais. Et même avec Gerd Heger du Saarländischer Rundfunk, il m'a donné des noms des personnes super importantes pour la promotion de la chanson française en Allemagne. Il a parlé, moi j'écrivais. Et après, j'avais des listes comme ça. Mais ta question, c'était... Je lui ai demandé justement comment tu avais organisé... Voilà, c'était l'organisation. Oui. De l'année sabbatique en tant que telle, parce que là, tu disais que tu avais rencontré différentes personnes. Ouais. Si je comprends bien, c'est des personnes que tu suivais déjà, puis un jour, tu leur as dit « j'arrive ». Est-ce qu'on peut se rencontrer ? Un peu les deux. Non, en fait, le programme s'est écrit un peu de soi-même. Parce que pendant le temps que j'ai enregistré l'album, je me suis dit, alors, mais quelle station de radio en Allemagne va jouer cela ? Pour qui est-ce que ça va être intéressant ? Alors, j'ai demandé un peu dans mon réseau, par exemple, aux gens de la Scheinbar à Berlin. Scheinbar Variété, c'est un petit théâtre où je joue de temps en temps avec un autre projet, mon duo musical Beyond Blonde, que je fais avec Natascha Fiedler. Et là, il y a par exemple Sebastian Krämer, qui est super grand dans la chanson allemande, ici à Berlin, mais aussi dans tout deutschsprachiger Raum, la zone germanophone. Très bien, dans toutes les zones germanophones. Et Mai Horlemann, et tous les deux connaissent aussi Gerd Heger. Ils m'ont dit, c'est Monsieur Chanson, ça s'appelle comme ça, il faut contacter Monsieur Chanson. Alors, je me suis acheté un ticket pour aller à Saarbrücken pour voir un petit festival, un grand festival dont j'ai perdu le nom, quand j'ai oublié le nom, pour la culture française montrée à l'Allemagne. Je me suis dit, je vais les rencontrer là-bas. Alors, le programme s'est écrit soi-même un peu et les autres liens se créent pour moi sur Instagram beaucoup.
parce que j'ai donné un concert French and Female Vibes. J'ai fait de la pub et Almé a vu cela et elle m'a écrit, elle dit « Ah, je voudrais jouer dans le Zimmer 16 à Berlin parce que vous faites French and Female Vibes et je veux jouer à Berlin. » Et je me suis dit « Ça, c'est super intéressant, je vais la rencontrer. » Et j'avais organisé déjà au début que je voudrais passer un mois en France, bien sûr, pour faire un voyage, pour connaître mieux la France, pour voyager aussi dans des villes où je n'étais pas vraiment avant. Parce que j'adore voyager en France, mais je ne connais pas tout. C'est un très beau pays, un très grand pays. Alors, j'ai visité des amis que j'avais depuis longtemps. J'ai une copine aussi mi-française, comme Stéphanie, elle s'appelle Sylvie, qui est venue vivre à Aix-en-Provence. Alors, c'était clair que je vais la voir. Et je voulais rencontrer Daniel Truté, qui est un violoncelliste que j'ai rencontré par hasard lors d'un voyage, qui m'a invité de venir près de Nantes, à la Loire. Et quand j'étais là, je lui dis est-ce que tu as envie d'inventer une mélodie de violoncelle pour ma chanson Gisèle? Et il est un super improvisateur. Alors, il maîtrise vraiment son violoncelle comme personne d'autre que je connais. Alors, c'est lui qui a, comme ça, contribué à l'album aussi. Et à la fin, j'étais à Paris avec mon copain et là, on a rencontré Almé aussi. On s'est dit, c'est super de faire des collaborations comme ça. Toi, tu es à Berlin et si je vois la chance, je viens à Paris pour donner un concert. Et dès là, je trouve que ces femmes-là sont super bien dans l'organisation aussi et elles aiment avoir des réseaux. Elles aiment agrandir le réseau comme moi. Alors, dans cette manière-là, on s'est dit, on parle ou on s'écrit régulièrement sur d'autres moyens de financement. Par exemple, j'ai découvert, il y a le CNM, par exemple, qui donne des soutiens à la mobilité pour des artistes français, par exemple. Et je lui ai dit, si tu veux venir à Berlin, tu peux leur demander. Elle est super idée, je vais l'essayer. Je crois que c'est Delphine qui m'avait dit, tu connais le fonds européen, alors ça s'appelle Deutsch-Französischer Bürgerfonds, qui soutient les projets franco-allemands. Alors là, j'ai travaillé ensemble avec le Centre français de Berlin, avec Dana, aussi super charmante, française, allemande, aussi un contact super important pour moi, une jeune femme très très engagée dans les affaires franco-allemandes qui a fait un grand Antrag, document avec moi pour faire un autre concert de French and Female Vibes l'année prochaine au Centre français. Alors, et tout ça est venu là, oui, mais c'est venu comme ça, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a dit, est-ce que tu as déjà pensé à contacter lui ou elle? Et moi, non, je n'ai jamais entendu ce nom, je vais essayer, je vais trouver. Et je vois que pendant cette année, mon projet est devenu de plus en plus précis, alors que je peux vraiment dire maintenant, je sais plus que je suis comme artiste. Alors je veux vraiment promouvoir cette amitié franco-allemande. Je veux travailler ensemble avec des Françaises. Je veux faire partie de ce réseau européen, aussi dans un temps où l'Europe est en danger aussi. Et on voit toujours, si on regarde les politiques, que les relations entre la France et l'Allemagne ne sont pas toujours hyper bonnes. Et il y a toujours des temps où ça se passe mieux. Et je crois, tout le monde pense que Merkel et Macron, ça se passait assez bien. Maintenant, avec Merz et Macron, on ne sait pas encore, il faut voir. Et aussi, il y a la crise dans la politique actuelle en France, où je me suis dit, c'est peut-être pas mal si nous, les musiciens et musiciennes, on travaille ensemble. Non, mais j'adore. Alors attends, je fais un petit résumé, petit cut, pour juste sur l'année sabbatique. Si je comprends bien, il y avait une date de départ, une date de fin. Et tu avais ce temps avec tes envies qui étaient déjà assez précises. Et tu t'es servi de la mobilité et de la flexibilité que tu pouvais avoir pour rencontrer de nouvelles personnes. J'imagine beaucoup pratiquer ton art, du coup. Ouais. Et te déplacer, du coup.
Mhm. Est-ce que Et enregistrer mon album. Oui, pardon, bien évidemment. Ça, c'était beaucoup de travail en plus. J'imagine. Ouais. Est-ce que tu penses que le format de l'année sabbatique était indispensable pour faire tout ce que tu as pu faire? Absolument, absolument. Je suis vraiment dans un autre statut, dans un autre état de moi-même maintenant qu'avant. Ça a apporté beaucoup de choses. Aussi de voir, de voir comment il faut faire. Comment il faut faire vraiment pour aller au-delà de jouer dans quelques petits bars, et c'était ça. Et d'un point de vue très pratico-pratique, tu avais prévu un budget pour l'année, tu avais mis des sous de côté? Oui, je savais que ça va coûter énormément d'argent de faire un album et de prendre son temps. Hein, de ne pas vraiment, de pas se dire, ok, j'ai 2 jours, j'ai planifié 2 jours dans le studio, je veux faire 3 chansons et je n'ai pas plus de temps. Non, j'ai refait des choses. J'ai travaillé ensemble avec Thies Neu, qui est vraiment un super type qui a la Tonbrauerei à Neukölln, où on voulait se parler au début, mais c'est très bien booké là. Mm-hmm. Et alors on a essayé beaucoup de choses, mais oui, j'avais un budget plus ou moins, et je savais aussi, je veux faire un vinyle, je veux pas seulement faire une sortie virtuelle, une sortie digitale, on dit, je ne sais pas. Oui, je pense. Ouais, mais je voulais le CD et le vinyle, je voulais tout, et je voulais aussi un cover, une pochette dessinée par quelqu'un qui sait bien dessiner, qui est artiste. Et voilà, et tout en somme, j'ai dépensé à peu près 12 000 € pour tout ça. Et ça inclut aussi ton année? Non, il y avait des sous. Ah non, comme je suis professeur, je profite d'un salaire réduit. Okay. Un salaire réduit, ça veut dire j'ai 3 années pour faire des épargnes. Il y a une année où je ne suis pas à l'école. Et alors, pendant les 3 années, je touche 2 tiers de mon revenu normal. Voilà. Ok, super. Ouais. Donc, tu as eu un alignement d'étoiles qui ont fait que tu t'es dit cette année, c'est la bonne. Non, j'avais assez pour payer les frais, en fait. Voilà. Mais c'est génial parce que je connais plutôt des gens qui prennent une année sabbatique souvent pour voyager. Mais je trouve ça hyper intéressant de le prendre justement pour aller au bout d'un projet ou voir qu'est-ce que ça fait quand on y consacre plus de temps ou plus d'énergie aussi. Ouais. Je trouve ça... T'as vécu la vie d'artiste pendant 1 an presque, on pourrait dire. Ouais, et c'était super. Mais c'était aussi hyper intéressant parce qu'au début, je me disais encore, peut-être je ne vais jamais retourner à l'école. Peut-être maintenant je vais trouver un moyen de vraiment de pouvoir en vivre. Et je crois au bout de 3-4 mois, j'ai vu, non, c'est pas possible. Je dois faire tellement de dépenses maintenant pour vraiment me faire visible. C'était l'inverse. C'était l'inverse en fait. Et aussi, je suis heureuse d'avoir ce travail qui me tient, qui me tient en vie. Mais quand même, je veux faire cette tournée maintenant pour montrer mon album. Et j'ai vu, c'est encore une investition. Et c'est à ce moment-là que je me suis décidée de faire un crowdfunding qui est en cours maintenant, on peut dire ça, qui tourne maintenant ou qui est en cours. Tu peux toujours Qui a été lancé. Qui a été lancé, voilà. Tu n'oses pas me corriger. Non. Donc on comprend. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, je vais être précise. Mais je l'ai lancé, il est encore valable pendant 13 jours au moment où on enregistre ce podcast. Et je collectionne de l'argent pour ma tournée et pour pouvoir inviter ces super musiciennes de France pour venir jouer avec moi et plein d'autres choses. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais le travail nécessaire derrière un crowdfunding est énorme. Elle est énorme. Que ce soit déjà juste la formulation de ce qu'on veut faire, des contreparties, de la présentation du projet. Ouais. Et quand tout ça est prêt, il faut encore le mettre en ligne, le présenter, le partager. Et tu écris des emails et tu écris des messages tout le temps parce que tout s'agit plutôt de one-on-one.
Alors, il faut toujours... d'abord, tu écris avec tes amis pour expliquer ton projet et dire, ce n'est pas... Je ne suis pas une mendieuse, on dit? Non, oui, alors, comment on dit je vois ce que tu veux dire. Enfin, tu n'es pas en train de quémander. Ouais, voilà. Mhm. Mais il s'agit vraiment de rendre possible un projet plus grand. Voilà, un projet que je veux réaliser au-delà de ce que je fais déjà. Et ça marche bien. Alors, et en plus, c'est super intéressant parce que tu es tout de suite en contact avec tes anciens amis, oui. avec lesquels tu n'as peut-être pas écrit pendant des dizaines d'années, qui disent « Ouais, tu fais un album, je ne savais pas, et tu fais une tournée, mais c'est super, bien sûr, Maintenant, j'ai un lecteur disque que j'aimerais bien... Et je collectionne des disques. Il y a un très ancien, c'est mon meilleur copain de l'école primaire. Je l'écris avec lui aujourd'hui. Et j'apprends qu'il a une fille. Et ça, c'est super aussi. À part de collectionner de l'argent, je suis... Maintenant, je sais ce que 400 personnes font. C'est incroyable. Non, mais c'est ça qui est beau en plus. Alors déjà, ça demande, comme tu dis, beaucoup de temps en plus et beaucoup d'écrits. Et en même temps, tu les embarques dans ton projet. Et en plus, tu recontactes des gens qui te connaissent déjà. Tu as eu des réactions qui t'ont surprise ou qui t'ont... J'ose te demander qui t'ont déçu aussi. Ce que je veux te demander derrière, c'est comment tu as géré ça justement. Alors, il faut... là, déjà, je travaille ensemble avec une femme qui m'encourage et qui dansait le job, alors une forme de mentoring. Et elle a dit, fais attention, fais gaffe que tu ne fais pas de longs dialogues avec chaque personne parce que tu n'as pas le temps de faire ça. Il y a des réactions très, très gentilles, des gens où je ne savais pas qu'ils s'intéressaient vraiment à ma musique, qui veulent avoir des CD maintenant. Il y a surtout d'autres musiciens, musiciennes qui me supportent, je crois, parce qu'ils savent comment c'est, parce qu'ils ont déjà fait des projets similaires, ou ils vont en faire, ou veulent en faire, et voir un peu comment ça se passe chez moi, peut-être. Et il y a ceux qui se retiennent beaucoup, ce sont les professeurs, qui se disent « Mais Laura, tu es prof, tu gagnes de l'argent. Pourquoi est-ce que tu as besoin de nos sous ?» Il y a même une très vieille amie qui m'a écrit combien elle gagnait maintenant comme retraite et pourquoi ce n'est pas possible de me supporter. Non, pas supporter, de me soutenir. False friends. Oui, exactement, c'est clair. Elle ne me supporte plus. Non, elle me supporte encore, elle est super gentille, mais c'est un long mail. Et je me suis dit, c'était intéressant parce que c'était hyper important pour elle de me dire ça. Mais bon, je n'ai pas encore réagi parce que je n'ai pas le temps, mais c'est intéressant de voir ça parce que, aussi pour les personnes plus âgées, il faut bien expliquer qu'est-ce que c'est un crowdfunding. C'est vraiment, on veut réaliser quelque chose de spécial qu'on ne peut pas réaliser avec les sous qu'on a normalement. Et on veut vraiment créer un groupe de fans du projet, quoi. Une communauté, quoi. Une communauté. Et c'est ça ce que je ressens maintenant. Il y a une communauté. Merci. Une communauté qui est en train de s'établir là où... une communauté qui est plus grande que celle que je croyais d'avoir déjà. Ah, j'adore. Voilà. Mais je me permets de le mentionner là parce que il y a une personne que moi je soutiens depuis longtemps, que j'aime beaucoup, enfin que je soutiens dans le sens que j'écoute, qui a un podcast qui s'appelle La Page Sensible, et elle est autrice. Et en fait, elle raconte à la fois les livres qu'elle a lus, son travail d'écriture, et elle vient de sortir son premier livre. Et tu vois, quand ça doit faire... peut-être 1 an, je pense, que je la suis, 2 ans que j'écoute ses podcasts et tout. Et j'ai payé, j'ai reçu mes contreparties. Et je trouve ça génial qu'à mon petit niveau, et peu importe la contribution, tu fais partie d'un projet, en fait. Et d'avoir la personne en face qui t'explique en plus que ça lui fait, de ce que ça lui permet d'atteindre, je trouve qu'on arrive à
un niveau de sensibilité qui est beaucoup plus que juste une transaction commerciale, quoi. Ouais. Enfin, tu le dis bien, en plus, ça permet vraiment de réaliser un projet. Ouais, Et ça, c'est pas très palpable. Et je suis comme toi, moi aussi j'adore soutenir. L'année dernière, je crois, j'ai soutenu 3 crowdfunding et il y a des amis qui s'appellent Lina Lerche et Gerd Norman qui ont ouvert un théâtre. Qui ont ouvert un petit théâtre à Reinickendorf dans un endroit où il n'y a rien de culturel. Et ils ont rénové un ancien bar. Et maintenant, c'est un théâtre charmant. Et il y avait un cadeau que j'adorais, avoir une chaise avec ta plaquette, avec ton nom dans le théâtre. Et je voulais avoir ça. Maintenant, j'ai une chaise avec Laura Di sur la chaise. C'est la classe. Il faut que j'y rentre. C'est faut faire de la pub, c'est le Schaufenster-Theater à Reinickendorf. De toute façon, je vais mettre tous les liens, tous les noms de tout ce qu'on a discuté. Il y aura beaucoup de liens. On commence par mon crowdfunding, s'il te plaît. De toute manière. Et alors, juste pour revenir sur le crowdfunding, on a parlé des gens que tu connaissais. Qu'est-ce qu'il en est des gens que tu connais pas ? Et que justement, c'est des personnes qui soit sont tombées sur ton profil ou t'ont trouvé. Est-ce qu'ils t'écrivent aussi en direct ? Est-ce que tu as eu des réactions étonnantes ? Comment est-ce que toi, tu l'abordes dans l'autre sens ? Il faut dire que pour le moment, je crois que j'ai 36 personnes qui m'ont déjà soutenue. Ce sont tous ces noms que je connais, sauf un, peut-être. Et je crois que ces personnes-là viennent de Facebook, parce que là, j'ai plus que 3000 contacts et je ne les connais pas tous. Et là, j'ai aussi commencé à écrire des messages à des personnes que je ne connais pas, mais que je vois souvent sur mon profil pour commenter ou donner des cœurs. Et peut-être ce sont des personnes comme ça. Et en plus, il y a ma mère qui est incroyable, qui a 78 ans et qui est encore très active culturellement aussi, qui a écrit un livre, qui fait aussi des voyages de lecture, par exemple, qui a un super bon, facteur de... Ah, oui, je vois ce que tu dis, un répétiteur. Répétiteur, c'est ça ? Ouais. Je pense pas, mais on voit l'idée, ouais. Comment est-ce qu'il avait dit ? Qui transmet ? Ouais, qui transmet, qui fait suivre mes messages à tous ces cercles d'amis et d'activités, sa chorale et tout ça. Et en plus, je suis plus active maintenant dans la petite ville où je viens, c'est Bensheim au sud de Est. On n'en a pas parlé encore parce qu'on est déjà en plein de la vie de Berlin et tout ça. Non, mais je viens d'une petite ville et maintenant j'y reviens de temps en temps. Et là, je suis aussi active. J'ai participé au concert de Noël dans la chorale où ma mère chante. J'ai chanté à la réception du Nouvel An du Cercle des Amis franco-allemands de Bensheim-Bonn, une charmante ville au Burgund. Tu viens de Paris, toi ? Oui. C'est ça ? Voilà. C'est moins exotique, malheureusement. Ouais. Mais j'ai bougé, ceci dit. Mais je tiens à dire que ma ville préférée en France reste Marseille. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Berlin dans le côté à la fois très libre, où chacun quand même fait ce qu'il veut et les gens ne sont pas très regardants, j'ai l'impression, des uns des autres. Donc, il y a quand même des différences culturelles. Mais je trouve que c'est très Berlin, mais au soleil. Tu vois, pour moi, c'est très bien dit, ouais. Puis il y a vraiment une connexion entre les deux, je trouve, à la fois dans le côté créatif, dans le côté libre, et dans le côté c'est hyper cosmopolite, donc pas les mêmes régions. On va dire que Berlin c'est quand même plus Europe de l'Est. En plus, tu n'as pas le stress d'une capitale. Berlin a toujours le stress d'être capitale, où beaucoup de choses doivent aussi fonctionner, tout se déroule ici, et je crois Marseille peut être... Je connais un peu Marseille, pas beaucoup, mais c'est plus détendu, non ? Ouais, je vais dire que dans les deux cas, c'est des villes à fort caractère, je pense, et à grande histoire. Et j'avoue que moi, les deux me touchent beaucoup. Donc voilà, tout ça pour dire que oui, je suis venue à Paris, mais... mais tu as raison, ça marche bien ensemble aussi. On peut dire quelques quartiers. On est à Wedding ici, Wedding et Neukölln, par exemple. C'est tellement multiculturel que ça
peut-être ça, plus lié. Et Mitte, c'est peut-être plus lié à Paris, peut-être. Oui, alors Mitte, moi je l'appelle toujours Brooklyn, Berlin. Ah. Tu vois, je trouve que ça fait très américain avec et beaucoup d'internationaux. Et je trouve que les cafés, les pop-up, je veux pas être désobligeante, mais je trouve ça tellement déconnecté, quoi. T'arrives dans une bulle, tu te dis ces gens ne vivent pas sur les mêmes planètes que Ah toi. oui, c'est vrai. Ouais, ça fait très américain. Ouais. Je trouve... Quand j'étais pour la première fois dans une grande ville américaine, à Chicago, je me suis dit, ah ouais, mais il y a des rues ici où les gens n'habitent pas. Hein, c'est pas la même chose que j'habitais à Freiburg à ce temps-là où j'ai fait mes études et je ne connaissais pas ça parce que les villes d'une grandeur normale comme Freiburg, peut-être jusqu'à 200 000 habitants, tu fais tes achats et tu vis en même temps. Il y a les cafés, mais il y a toujours des endroits où on habite. Et voilà. Oui, Mitte n'est pas vraiment comme ça, c'est vrai. Mais alors, t'es venue à Berlin pour la chanson ? Pour l'amour. Non, vrai ? Un Berlinois ou vous avez choisi de venir c'est pas un Berlinois, mais c'était quelqu'un qui habitait déjà ici pendant longtemps. Mais moi aussi, pour l'amour de la ville, parce que je vivais déjà ici pendant 2 ans, pendant ma formation référendariat, on l'appelle, alors stagiaire pour devenir professeur. Et après, je suis allée à Aix-la-Chapelle, où j'ai passé quelques années. Je me suis toujours dit, oui, c'est charmant ici, mais il faut que je revienne à Berlin. Et quand j'ai trouvé quelqu'un, c'était plus facile. Voilà, j'ai fait tout en même temps. Une bonne excuse de plus. Malheureusement, on est déjà divorcés, mais c'était l'idée de faire tout en même temps, oui. Et mais Aix-la-Chapelle avait aussi, comme Freiburg, une taille très bien pour commencer avec mon projet Laura dit. Alors, c'est là où j'ai fait mes premiers concerts au Jakobshof ou dans un petit bar. C'est là où j'ai connu Danger Dan. Je ne sais pas si tu le connais. C'est un chanteur allemand qui a eu beaucoup de succès il y a 3 ans avec Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Une chanson. Je vais t'envoyer. Et qui avait à ce temps-là un événement mensuel qui s'appelait Songwriters Table. Alors, il fallait modérer et inviter des autres chanteurs, compositeurs, singer-songwriters. Et il m'a dit, Laura, moi, je vais à Berlin. Est-ce que tu veux suivre ce Songwriters Table ? Je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Alors, à ce temps-là, j'étais professeure. Je dirigeais une grande chorale qui étaient mes premiers spectatrices, parce qu'ils m'ont soutenu beaucoup, beaucoup. Et je faisais mes premiers concerts, d'abord solo, après avec un trio, parce que j'adorais toujours travailler avec violoncelle. Alors j'ai écrit des partitions pour violoncelle, pour mes chansons. Et je travaillais avec un collègue, Marton Beresnay, qui était à mon école, qui est un super violoncelliste, et avec Axel Six, qui est aussi un bon chanteur et qui faisait de la batterie. Et je gérais ce Songwriters Table. Alors, mais je crois que ça, c'est typique pour moi. J'ai toujours fait tous en même temps. Je suis sûre d'avoir ADHS aussi. Non, c'est pas ça. Enfin, je ne sais même pas comment on le dit en français. Mais je ne sais pas si c'est TDAH ou si ça, c'est encore autre chose. Ouais. Mais en gros, alors, pour le dire autrement, c'est une forme d'hyperactivité. Est-ce que c'est correct de le dire comme ça ? Ouais. Et aussi de se perdre un peu dans toutes ces petites tâches. Alors maintenant, je suis mieux organisée, mais quand je raconte de ce temps-là, je me dis, ah ouais, mais je veux toujours tout faire. J'adore. Moi, les gens, ils me disent, t'as pas ça ? Et je suis là, non, moi, je suis Gémeaux. C'est-à-dire que j'aime bien, tu sais, les Zwillinge. Tout découvrir. C'est encore autre chose. Ah, d'accord. Moi, je suis Verseau. J'ai aucune... Alors, j'avais un super copain qui avait écouté un de mes podcasts dans lequel je disais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire et il était mort de rire. Donc Jérôme, si t'écoutes, tu peux trop moquer de moi. Donc je sais pas non plus, mais... Ça veut dire comme qualité, tu veux dire d'être ça. Je crois que les Verseaux, moi je n'y crois pas vraiment. Je suis pas vraiment ésotérique, ésotérique, mais
tout le monde dit que les versos sont extrêmement créatifs. Et ben voilà. J'adore. Juste, alors pour revenir, on va revenir quand même sur ton album et tout ce qu'il y a derrière, parce que c'est passionnant. Mais juste avant d'en arriver à là, je voudrais te demander, parce que donc, la musique a toujours fait partie de ta vie. Et moi, par exemple, qui suis vraiment pas ni une grande musicienne, ni... j'écoute pas... Enfin, j'en écoute, mais pas tant que ça, etc. Mais alors, toi, qu'est-ce que ça t'apporte ? Tu vois, pour moi, c'est juste une compétence que j'ai pas débloquée encore, ou j'ai pas encore compris, ou j'ai pas eu l'habitude. Tu vois, c'est comme cuisiner, donc tu sais pas faire, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Donc toi, en tant que chanteuse, musicienne, compositrice, interprète, qu'est-ce que la musique t'apporte dans la vie, dans ton quotidien ? Je crois que la musique, c'est une façon de vivre, vraiment. Je me sens très à l'aise quand je chante. Je crois je m'exprime moi-même et j'aime bien l'état de ma voix quand elle est en train de chanter, en fait. J'aime bien ça. Je trouve ça très naturel pour moi. Faire du piano, c'est absolument normal pour moi parce que ma mère m'a mis au piano, j'avais 5 ans et je n'ai jamais arrêté. Alors, me mettre au piano et quelqu'un me dit tu connais la chanson et je la joue tout de suite, c'est un truc normal pour moi. Et c'est une partie de m'exprimer moi-même, d'avoir une description de moi comme personne qui est pianiste, qui s'exprime par la voix ou le piano. Et d'autre côté, je trouve, je connais énormément de musique et des chansons. Et je trouve, je crois que c'est mon savoir le plus fort aussi, de connaître beaucoup de musiques différentes, mais aussi la musique classique, ou de savoir ce que c'est un chant grégorien, ou comment est-ce que sonne la symphonie fantastique de Berlioz et tout ça. Alors je crois que j'ai vraiment un très très grand répertoire, et je connais énormément de musique que j'ai déjà écoutée, que je sais aussi classer, et je sais que ça fait beaucoup avec moi émotionnellement de l'écouter aussi. Par exemple, à la maison, je me sens beaucoup plus à l'aise quand il y a de la musique qui sonne. Je viens de m'acheter aussi un lecteur un tourne-disque. Un tourne-disque, voilà. Et ça m'a fait tellement plaisir de maintenant de plus avoir les playlists comme ça, mais vraiment mettre le disque et le petit bras et voilà. Je crois que c'est quelque chose qui revient beaucoup à la mode, ça aussi, que les gens ils réécoutent des albums en entier, etc. Et j'ai découvert aussi que j'ai des élèves quelquefois qui me disent après le premier cours de musique, vous savez, Madame Dietrich, je n'écoute pas vraiment de la musique. Et je me dis chaque fois, oh, mais c'est dommage. Et tu vas l'apprendre à l'aimer. Mais bien sûr, chacun a son coin. Parfois, ce sont des gens extrêmement sportifs qui ont beaucoup d'autres hobbies et qui font des choses super intéressantes. Voilà, et je crois aussi que c'est une spécialisation. Comment est-ce qu'on dit ? Tu connais Inselbegabung ? Inselbegabung ? Ouais. Insel comme une île ? Ouais, c'est comme j'adore. Tu as un don spécial. Exactement. Ouais. Et tu es très très bien dans cela. Et il y a d'autres choses dans la vie où tu es pas très très bien, par exemple. Je vois tout à fait. Moi, je pense beaucoup quand même que ça avec ton héritage. Enfin, je parle pas. Alors, les gens qui écoutent ce podcast depuis longtemps, ils savent que la sociologie ou les études sociologiques, j'en pense, je trouve ça toujours soit trop généraliste, soit trop précis. Enfin, je suis jamais satisfaite. Je trouve l'histoire passionnante, bien que ce soit un regard aussi, mais bref. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois beaucoup au fait qu'on te l'apprenne aussi. C'est-à-dire que si on ne t'a pas habitué à quelque chose, juste tu ne connais pas, en fait. Donc, c'est même pas une question de don, c'est juste que tu n'en as pas connaissance, ou tu n'as pas activé ces zones-là ou ce genre de choses. Ce que je me dis quand je suis à l'école, je me dis, ces enfants-là, ils ont accès à tellement de matières différentes.
Et je me vois au-delà. Je suis vraiment dans la musique, dans le français aussi, mais je vois toutes les autres matières sont tellement éloignées de moi. Ne me demande pas de trucs de mathématiques, de chimie, voilà. Mais je crois que c'est comme ça, comme adulte, qu'il faut se spécialiser. Ouais, ou justement d'avoir des moments où tu peux réouvrir, de réouvrir de nouveaux horizons et d'aller écouter ce qu'il y a, quoi. Ouais. Mais passionnant, trop bien. On va revenir. Alors, j'ai écouté, je tiens à le préciser, que c'était c'était chez Laurie Tillman et c'était une chanteuse qui s'appelle Stilto, qui est influenceuse à la base, qui a lancé qui a fait son premier album. Et je le précise parce que ils ont fait une espèce de bande-annonce de chaque chanson et que quand l'album est sorti, j'ai trouvé ça brillant. Moi, j'ai adoré, juste, tu vois, en te parlant de personnes qui n'est pas très affine avec la musique, j'ai bien aimé avoir un petit point d'accroche pour ensuite apprécier, écouter la musique et découvrir ensuite ce qu'il y a derrière. Donc, ce que je voulais te proposer, c'est qu'on aille au travers de tes différents titres et que tu puisses nous dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais alors déjà, on va commencer par le titre de l'album. Ouais. Et je t'ai déjà dit que je trouve ça très dur maintenant en français, mais je vais essayer. Tu dois m'aider. Ouais, y aller tranquillement. Ouais. Alors, Courageuse. Oui, Courageuse avec un S à la fin. En fait, c'était pas mon idée, c'était l'idée de Julien qui travaille dans une agence, dans l'agence Orale, je pense elle s'appelle, et qui donne aussi des conseils aux musiciennes qui peuvent payer des heures pour avoir des... Il connaît aussi énormément de musiciens. Et j'avais le titre « Je n'ai pas peur » parce que c'est une ligne de ma chanson « Un corps sexy » pour dire je n'ai pas peur. Et il a dit « Ah, c'est trop... » J'ai dit, ça ne sonne pas bien, c'est un peu, je n'ai pas peur, c'est un peu saccadé. Et, mais courage, mais il a dit, de quoi parle ton album? De moi et des femmes courageuses. Alors tu dis courageuse, mais pas femme courageuse, mais juste courageuse avec un S. Je me dis, c'est super, c'est un mot, c'est très clair, c'est très féministe, parce que je voulais trouver quelque chose de féministe sans être trop, comment dire... dit autrement, moi je trouve que c'est la différence entre le pouvoir et la puissance. Ouais. Là, je trouve que féministe, ce serait plus proche de pouvoir, et courage, ça pourrait être plus proche de puissance. Et ça peut être une même force, mais exprimée différemment, quoi. Ouais, j'ai fait vraiment compliqué, mais... Très bien. Tu peux annoncer mon concert peut-être en octobre. C'est une très belle phrase. Ah, d'accord. Oui, et les 2 dernières chansons que j'avais composées cette année sabbatique, c'était Gisèle, qui se réfère à Gisèle Pellico, et Je vais gagner, qui se référait à Marie-Amélie Le Fur. Alors, les 2 femmes courageuses. Après, il y a une terroriste qui n'est pas une femme que je veux faire promouvoir, c'est un café crème. Mais je voyais qu'il faut vraiment avoir quelque chose, un titre pour ces femmes-là. Ouais. Super. Alors, on va revenir chanson par chanson. Déjà, Un corps sexy. Ouais. C'est la chanson la plus vieille, je crois, que je la joue depuis 10 ans, je crois. C'est une salsa, alors c'est vraiment un accompagnement que j'adore parce que... Non, c'est un cha-cha-cha, pardon, un cha-cha-cha. Cubaine, en fait, jouée sur piano et violoncelle et percussion. Et... dans cette chanson-là, je me plains des compliments des garçons, des hommes qui ne me plaisent pas, qui sont du catcalling, en fait. Tu connais ça? Tu fais... etc. Toutes ces sortes de compliments qui sont... qu'on ne veut plus entendre. Ouais, qui sont, comment on dit, non sollicités? Ouais, non sollicités. Ouais, très bien. Et à la fin de l'enregistrement, je me disais, j'aimerais maintenant, dans cette nouvelle version, avoir un homme qui fait un compliment au début. Et j'ai demandé à mon ami Dirk Weidner, Dwight, son nom d'artiste,
Et je lui dis, il est aussi acteur et chanteur. Je lui dis, est-ce que tu peux faire cette phrase? Et maintenant, il dit au début, ah là là, ma belle, tu es vraiment canon. Tu veux pas prendre un verre avec moi? Je t'invite. Il a fait 7 versions, cette phrase. Et en les entendant, je rougis vraiment parce qu'il était trop bien de le faire comme ça. Il n'est pas français, hein. Alors, il a son petit... Mais il trouvait mon projet super et maintenant il en fait partie. Voilà, c'est l'histoire d'Un corps sexy. Un café crème. Un café crème, je l'ai déjà joué à Bordeaux et à Montpellier et... Les gens rient parce que c'est drôle pour eux. Alors, je joue le rôle d'une terroriste allemande, de Daniela Klette, qui se cache dans une vie quotidienne et qui a déjà plus de 60 ans, qui fait des gâteaux de Noël, qui donne des coups de main à ses voisins et qui ne sait pas qu'elle va être arrêtée bientôt. Et pendant son cache-cache dans la vie normale, elle boit son café crème sur son balcon. Ok. Et juste petite parenthèse, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire une chanson sur elle? Parce que c'est une femme terroriste, on est d'accord, c'est pas positif. C'est pas positif. C'est juste la question derrière parce que il y a des gens qui sont vraiment politiquement très à gauche, qui l'ont vu comme un éloge sur elle. Ce n'est pas un éloge. Je me mets dans son rôle. Et pour être une femme vieille terroriste qui a plein d'armes dans son placard, mais peut-être cela a fait un peu l'impression de la valoriser comme quelqu'un qui n'est pas forcément dangereux, mais elle est très dangereuse. Hein. Elle n'est pas meurtrière, mais elle a aussi fait des planifications avec d'autres terroristes qui ont mené à des personnes qui sont mortes. Alors, je me distingue de cela et je dis, je ne suis pas fan d'elle, mais je trouvais son histoire, parce que c'était à côté de moi. C'est vraiment 2 ou 3 rues plus éloignées. Qu'elle habitait. C'est peut-être pour ça. Pour cette connexion et parce que j'habite à Kreuzberg qui est vraiment très lié aussi avec l'histoire du RAF et tout ça. C'est peut-être historiquement que cela m'a intéressée. Mais il y a déjà Sébastien Krämer qui m'a dit sur scène mais tu es pour ou tu es contre? Je me suis dit je suis pas pour, hein, je veux pas dévaloriser des choses, mais je vois qu'il y a peut-être ce problème derrière. Non, moi je trouve que de toute façon il y a des choses c'est intéressant de les adresser et je trouve ça aussi intéressant que le public puisse se poser la question et qu'en même temps ce soit clair que c'est pas une apologie quoi que ce soit derrière, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je trouve ça simple, tu vois, je viens de finir un livre qui s'appelle Célèbre de Maud Ventura. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui a toujours rêvé de devenir célèbre, par la musique d'ailleurs, et qui y arrive. Et elle est horrible, cette dame. Une morale terrible, etc. Okay. Quoi. Mais je me disais, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre où justement on te montre aussi des personnages qui sont pas juste gentils et le monde est beau ou des grands, tu vois. Et pourquoi elle est horrible? Pourquoi? C'est hyper égocentrique, concentrée sur elle-même. En même temps, c'est intéressant parce que tu te dis, elle a tout donné pour réussir à atteindre son plan, mais en même temps, tu découvres ce qu'il y a derrière la célébrité d'une chanteuse. Et je trouve que c'est un livre qui te met mal à l'aise quand tu le lis. Mais je trouve ça bien aussi d'être dérangé dans ces... Tu vois, je trouve qu'on a peut-être aujourd'hui... Je sais pas comment dire, il y a peut-être une tendance avec les algorithmes qui fait que tu es très orienté vers quelque chose qui peut être plus lisse. Là, tu as raison, oui. Et du coup, d'avoir justement des choses qui te sortent un peu, qui te mettent inconfortable, alors qu'en plus, on reste... Et puis on reste dans de l'art aussi. Enfin, tu vois, que ce soit... Enfin, on reste dans de la fiction. Ça peut se baser sur la réalité, mais que ce soit un texte ou une chanson, ça reste une fiction racontée. Ouais, et je trouve ça bien de se sortir de ces zones de confort et tout. Et je crois que c'est très classique d'avoir un rôle d'une personne maligne dans laquelle on se met pour raconter son intérieur, quoi. Ouais, en plus. Ouais.
Passionnant. Après, il y a Toxique. Toxique. Ouais, je crois que je l'ai écrit. Il y a des chansons que j'ai écrites quand j'étais amoureuse, mais de façon malheureuse. Et c'est une chanson comme ça. C'était après Corona. Je suis sortie après un concert, un de nos premiers concerts, parce que cela a lentement rouvert et on a pu montrer la musique, ma violoncelliste Frida Aurich et moi. Et j'ai rencontré quelqu'un dans un club. On a fini ensemble la soirée et après, il m'a plus répondu. On s'est vu encore une fois. Voilà. Et je me suis vraiment trouvée dans cette situation comme une adolescente qui est « Mais réponds! Mais pourquoi tu m'écris pas ?» Je l'écris encore. « Ah non, j'aurais pas dû écrire encore une fois. Mais non, il pense que je suis trop impertinente et tout ça. » Et je mets ce sentiment-là dans Toxique, en fait. Et le public adore le moment où je dis mon portable à l'âge-pré ou mon portable à la scène, parce que je crois que tout le monde a déjà eu ce sentiment. Je vais le lancer dans le fleuve et du calme, enfin. J'adore. Je vais gagner, donc, que tu as déjà mentionné. Ouais. D'abord, le titre, Je vais gagner, je l'ai choisi parce que je voulais gagner un concours avec cela. C'était en décembre où j'ai eu la finale du Open Mic de Berlin, de Arnaud Zillmer, qui fait depuis 7 ans, ou déjà 8 ans, je pense, un super événement mensuel à la VAB pour montrer des nouveaux talents. Et on avait gagné la compétition en juin l'année dernière, les premiers avec la chanson française. Et voilà, et on s'est dit, ok, on va faire la finale avec une nouvelle chanson. Et je me suis dit, ok, le titre c'est déjà Je vais gagner. Donc ça, la chose est claire. On était deuxième, on n'a pas gagné. Mais et puis on m'avait, j'ai regardé un peu les Jeux olympiques. Et j'ai vu, ouais, il y a aussi les Paralympiques, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt à cela. Parce que, bien sûr, tout le monde veut voir les plus vite, les plus talentueux, les sportifs et les sportives qui tiennent au bout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les Paralympiques? Alors, j'ai recherché un peu l'histoire de Marie-Amélie Le Fur, qui m'a profondément touchée parce qu'elle a eu un accident à l'âge de 15 ans, elle a perdu une partie de sa jambe et seulement 4 mois après, avec une prothèse, elle a commencé à courir. Normalement, elle ne voulait pas être sportive, elle voulait travailler chez les pompiers, je crois, ou Rettungssanitäter. C'est les urgences, il me semble. Oui, voilà, et sauver la vie des autres. Et elle a eu beaucoup de succès, mais elle a toujours tenu à donner de la visibilité aux Paralympiques. Et alors, j'ai raconté son histoire, pas 100% vraiment, mais à cause des rimes, je pense aussi. J'ai changé un peu son histoire. Alors, un ballon dans la rue, le reste tu as lu peut-être à l'internet par exemple. C'est pas son vrai accident. Il n'y avait pas de ballon dans la rue, je crois. C'était quelque chose de moto. Et je me demande toujours, est-ce que j'aurais vraiment dû raconter sa vraie histoire qui est officielle, hein, parce que je me suis dit, waouh, c'est quelque chose de très intime. Hein. Tu as vraiment un très très grand accident. Tu souffres, tu dois te redresser pendant longtemps, mais quand tu es paralympique, tu dois raconter tout ça aux journalistes et c'est toujours ton histoire. Pourquoi est-ce que tu n'as pas ce membre-là ou ce membre-là? Pourquoi est-ce que tu es au fauteuil roulant, etc. Ça m'a touchée, ça m'a marquée. Et j'ai aussi son adresse email, mais elle m'a jamais répondu. Je lui ai envoyé partout plusieurs voix. Elle est la présidente du comité paralympique maintenant. J'ai vu. Je l'avais écouté dans un podcast, il me semble, mais je trouve qu'ils ont été, je vais pas dire vachement, mais ils ont été très mis en valeur d'une façon dont on l'avait jamais vu les Paralympiques, je trouve, cette année. Ouais. Tu penses qu'elle a réussi de mettre une autre lumière plus forte sur... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de personnes qui en ont parlé par différents moyens, justement. Et je crois qu'en plus, ça raconte beaucoup de choses différemment et c'est intéressant. Ok.
Alors, Marie-Amélie Le Fur, si tu écoutes ça, j'aimerais bien que tu écoutes la chanson. Elle est pour toi. Et pour tous les Paralympiques. Et aussi les gens qui... Et j'avais aussi une discussion très intéressante avec un ami qui est au fauteuil roulant, mais dès la naissance, et qui est musicien, qui a dit, tu sais Laura, je trouve ça pas bien que tu fasses une pochette avec une femme qui a une prothèse. Parce que Nina, qui fait mes pochettes, elle a fait un très bon dessin d'une femme qui ressemble un peu à elle. Et à la fin de la discussion et de bouteilles de vin rouge plus tard, il m'a dit, tu sais Laura, peut-être je dis tout ça parce que en fait je voulais que tu fasses une chanson sur moi. Parce que ouais, c'est super mignon. Et j'ai aussi compris, ça j'ai tout la visibilité. Et j'ai dit, mais moi je fais courageuse, je chante sur les femmes maintenant, je m'excuse. Voilà. Alors aussi, ce thème-là m'a mené à beaucoup de discussions. Oui, passionnant. Et dans les doutes. Alors, le jour après, j'ai appelé le comité paralympique d'Allemagne, à Munich, et je dis, j'ai une chanson là que je voudrais publier et je voudrais avoir un avis officiel. J'adore. Et elle m'a dit, oui, envoyez-la. J'ai fait une traduction allemande. Il m'a dit, mais c'est super bien, mais une belle chanson. Et beaucoup de courage, et voilà. Et je me suis dit, ouf. Parce qu'après cet entretien avec cet ami-là, je me pensais peut-être que je fais une grande, grande gaffe là. Parce que moi, je ne suis pas handicapée, de quoi je me mêle, moi. Voilà. Et du coup, tu as été demandée au comité. J'adore. Non, trop cool. Autre grande femme, Gisèle. Ouais, Gisèle Pellico. Je crois que cette histoire m'a touchée le plus l'année dernière. C'était fou. Maintenant, c'était fou. Je trouve que ça a été, c'était ça déjà marqué l'histoire. aussi. L'histoire déjà est horrible. Ouais. Mais en plus, j'ai l'impression que on l'a pas vécu, mais ça m'a fait penser à Gisèle, comment elle s'appelait, Halimi, j'espère que je me trompe. Oui. Qui a été la première, il me semble aussi, à faire condamner pénalement un viol. Alors j'espère que je dis pas de bêtises, je vérifierai. Mais qui l'a fait reconnaître comme tel lors du procès et au tribunal. Et du coup, je trouve que ça s'inscrit quand même dans des... Je sais pas si c'est un combat ou le fait de savoir que ça existe. Et de le mettre dans le public. Et j'ai trouvé les unes des journaux qui ont été publiées sur Gisèle Pellico, je les ai trouvées magnifiques, quoi. Celle qui était titrée Merci Madame. Oh, quelle classe. Non, je pense qu'on a été... en plus, avec les réseaux sociaux, ça a été très partagé, j'ai l'impression. Ouais. Donc je pense que ça a été un grand moment, quand même. Grand moment. Merci Madame, d'accord. Oui, j'ai aussi lu et c'était facile à rechercher parce qu'il y avait plein d'émissions, plein d'articles aussi. Oui, et cette femme qui tient droit, qui devient un symbole après. Mais la chanson ne félicite pas cette personne qui est devenue quelque chose, mais c'est très intime, c'est un dialogue entre la fille et la mère. Il se demande pourquoi elle est toujours fatiguée. Elle est toujours fatiguée parce que, bien sûr, elle est droguée par son mari, mais elles ne savent pas. Et elles se sentent bien dans leur famille, chantent heureusement, on vit à Mazan, on a des bons voisins, la vie est dangereuse, mais pas ici, car on est sain et sauf au sein de la famille. Et je voulais donner cette impression de deux femmes vraiment innocentes qui ne savent pas encore. C'est un peu comme avec la terroriste qui ne sait pas encore, mais elles aussi, elles sont encore dans un statut qui est sans... Voilà, qui donne des frissons, je pense, parce qu'on sait ce qui se passe en vrai, mais eux, ils sont dans l'innocence. Voilà. Oh, magnifique. Ça donne envie de tout écouter. Hein. Et Delphine Maillard chante avec moi, elle est la fille. Voilà. J'adore. Donc c'est un deux voix, quoi. Pardon, la chanson est donc chantée à deux voix. Il y a voilà, deux personnages. cette chanson-là, c'est l'unique collaboration franco-allemande. On a aussi fait un vidéo que je vais publier bientôt, le 26 septembre. Alors la chanson, c'est le prochain release, en fait, la prochaine sortie. Et on est dans un bois, on chante dans un bois. Et mon violoncelliste, Daniel Truttel, il est aussi dans un bois à Nantes. Et Luda Lindau, qui a
qui a arrangé tout ça et qui a eu l'idée aussi pour le screenplay. Il a changé les couleurs de la façon qu'on croit. On est vraiment dans la même forêt. Et ouais, j'ai vu ça et je me suis dit, ouais, je suis au comble. C'est ma première collaboration franco-allemande. Je suis tellement heureuse. Et là, je me suis dit, je vais écrire au Weißer Ring. Alors, une organisation allemande qui soutient les victimes de violences et aussi de violences sexualisées. Et maintenant, on travaille aussi un peu ensemble. Et mon crowdfunding, d'ailleurs, soutient aussi le Weißer Ring avec un don. Voilà. J'essaie de connecter tout ça de manière compréhensible. Émotionnellement indisponible. Ça, c'est une nouvelle version d'une chanson que j'ai déjà sortie en 2023. Oui, j'étais très amoureuse encore, une année plus tard, et je me suis dit, je ne peux pas l'atteindre. Il ne m'écoute pas, il ne me voit pas, il est là pour le sexe toujours, mais il y a quelque chose qui bloque. Il ne me comprend pas. Et aussi que je me regarde moi-même, que je fais des choses comme faire semblant que ça me touche pas trop, non, ça m'est égal que tu n'aies pas de temps. Voilà, je reste cool comme ça. Mais après, j'ai compris, si tu veux vraiment avoir une connexion avec quelqu'un que tu aimes, tu dois te montrer. Tu dois dire, mais ça me fait de la peine que tu partes. Mais j'aimerais que tu restes. Et je te le dis, tu ne penses pas que nous étions mieux à deux. Voilà. Et je crois que depuis que j'ai compris cela, aussi à l'aide de cette chanson, alors une chanson peut aussi t'aider à te comprendre un peu mieux ou peut-être faire des changements dans ta vie. Et je crois surtout parce que je suis un peu lente à apprendre la vie, parce que j'adore de refaire les mêmes gaffes. Dans l'amour, par exemple, tellement de relations, tellement des mêmes réflexes. Et maintenant, je crois, dans le deuxième enregistrement, maintenant ça va mieux aussi en amour. Et c'est beau. Et hier, une nouvelle classe de musique m'a demandé de leur chanter une chanson et je leur ai chanté émotionnellement disponible. Il y avait une élève qui a pleuré. Voilà. Et je me suis dit, ça a toujours beaucoup de sentiments. Trop bien. Ouais. Stalker. Pardon? Stalker, ouais. On dit stalker. Je l'ai prononcé à la française, stalker. Mais c'est bien de savoir. Super, stalker, ok. Moi, c'est stalker version française parce qu'à l'origine, c'était une chanson anglaise. Non, c'était All those guys, they can't sleep. Maintenant, c'est tous ces hommes sans sommeil. Alors, c'est un mixage, c'est une histoire d'amour. Alors, je suis encore, c'est un peu comme dans Toxique, je suis amoureuse de quelqu'un qui n'a pas le temps pour moi et qui à la fin me dit arrête de me harceler. Mais en même temps, j'ai un vrai stalker, harceleur peut-être. Et c'était aussi mon expérience parce que il y a un temps, j'avais un vrai stalker qui était après moi, j'avais une relation avec lui et quand je lui ai quitté, peut-être un peu brusquement, il a commencé à me suivre. J'habitais à Aix-la-Chapelle, il avait été à Berlin, mais il est venu souvent comme ça, en voiture, pour être à un concert, parce que les concerts, je les annonçais sur Facebook, alors il savait où me trouver. Et il a commencé à hurler des Beleidigungen, des insultes pendant les concerts. Il est venu vers moi pour me parler brusquement. Et c'était au point que j'étais allée à la police pour dire ça doit finir. Après, c'était sa mère qui nous a sauvés, qui a parlé longuement avec son fils et aussi mon ex-mari. Je me rappelle qui lui a stoppé, qui lui a appelé et qui a dit il faut que ça arrête. Et voilà, et plein
plein de choses encore qui peut-être lui ont fait un peu peur. Mais je me suis dit, je veux mettre les deux choses dans une chanson. Alors, il y a un vrai stalker dont j'ai peur, mais en même temps, moi, est-ce que je me comporte mieux? Parce que j'écris trop de messages à quelqu'un qui ne me connaît pas, mais comment dire, have a crush on someone. Mhm. T'as des sentiments ou une émotion? Crush, on le dit comme ça. Hein. Ouais. Un coup de foudre? Oui, comme ça, par exemple. J'avais le coup de foudre, mais il me dit arrête. Et en plus, encore, je me rends compte, tu vois que mon français commence à être plus long maintenant parce qu'on me parle déjà depuis même de temps. Et c'est comme ça. Au début, je suis et après une demi-heure, je commence à être plus lentement. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que notre vie digitale pose aussi beaucoup de problèmes, bien sûr. Par exemple, que je peux toujours regarder ce que fait une personne qui se montre ouvertement sur les réseaux sociaux. Alors, je regarde et je dis, mais c'est qui cette femme avec lui sur la photo? C'est quoi? C'est où cette fête? Pourquoi est-ce que je ne suis pas invitée? Des choses comme ça qui m'agacent, mais qui me qualifient aussi en sorte comme stalker. Ouais, je vois. Ouais. Ok, hyper cool. On en a encore deux. Deux ish. Alors ça, j'adore le titre. Baguette, croissant, fromage. Ouais, ça, tu adores vraiment. Le programme me plaît. Tu trouves pas c'est trop cliché? Je sais pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, c'est un peu cliché parce que là, je célèbre le voyage en France et ce qu'on mange en France. Alors, c'est vraiment mon morceau le plus touristique pour les Allemands qui adorent la France. Mais j'ai aussi besoin de quelqu'un qui paye mon voyage parce que je veux aller en Provence et c'est cher. Alors, il me faut quelqu'un qui paye les tickets, les frais, l'hôtel et le restaurant, bien sûr, parce que c'est cher. Mais je laisse ouvert qui est la personne. Ah, mais c'est ce que tu racontes dans les chansons? Non, je raconte pas. Mais je me suis dit, d'abord j'ai chanté baguette, croissant, fromage. Il n'a pas mon âge. Et après je me dis pourquoi il? Ça pourrait être tout le monde. Et quand je suis partie en France en avril, la première semaine je l'ai passée avec ma mère, qui a payé l'hôtel, le resto, les frais. Et après, je chantais « Tu n'as pas mon âge, baguette, croissant, baguette, fromage, crémant, tu as de l'argent. » Et maintenant, je me dis « C'est ma mère. » J'adore. Ok, alors, hâte de la découvrir. Donc, c'est un voyage culinaire en France, quoi. Ouais. Ça raconte le fantasme du voyage. Et les clichés. Beaucoup de mots que les Allemands adorent aussi, liés avec la culture française à découvrir. Ok, mais ce qui est pas mal là pour le coup, c'est que tu peux en faire plein de déclinaisons. Parce qu'après, tu peux aller faire les huîtres. Tu peux aller faire le vin. Tu peux faire en fonction des. Il y a des spécialités en fonction des régions où tu vas en France. Donc tu peux faire explorer toute la gastronomie. C'est vrai. Je suis pas trop huître en fait. Ah. Je suis peut-être débutant en cuisine française, pourrait dire. Mais pour le Bordeaux, le crément, pour le pastis, je suis là. La boisson. Alors, une dernière qui, pour le coup, est en allemand, c'est Virtuelle Liebe. Mm-hmm. Ça sortait aussi de Corona, de cette idée de faire des Tinder dates et de trouver l'amour éternel sur Internet et de voir, c'est une grande merde, ça ne marche pas. Et c'est devenu une chanson cabaretiste, je pourrais dire ça, ou cabaretistique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chanson que je chante beaucoup dans les théâtres de cabaret, de variété, et ça c'est devenu une chanson importante de ma pièce à deux femmes avec Beyond Blonde, avec Natascha Fiedler, que je chante toujours parce que c'est elle qui vit l'amour réussite, qui a beaucoup
de réussite en amour et moi non. Et à ce moment-là, je raconte mon histoire déprimante de online dating, voilà, ou des rencontres sur ligne, en ligne on dit, je crois. Là, on n'utilise pas comme souvent on n'utilise pas le mot anglais comme les Allemands adorent le faire. Et voilà, il y a une petite pièce de théâtre presque au milieu où je me suis dit, il y a un message. J'ai beaucoup de voix qui, was schreibt er denn, was macht er denn, was macht er denn? Dieses Match wurde gelöscht. Et tout recommence. Pourquoi en allemand? Parce que à ce moment-là, c'était il y a 6 ans que j'ai écrit cette chanson-là. En 2020. Et à ce temps-là, je chantais encore plus de choses en allemand. Et tu as voulu la garder en allemand? Je trouve que c'est ma meilleure chanson en allemand. Et je voulais absolument l'intégrer sur l'album. Aussi, je voulais faire clair avec cette chanson qui je suis. Que je suis une Allemande qui adore chanter en français, qui aime la culture française, mais qui veut aussi montrer... voilà, que ça c'est ma langue première et je crois que la qualité du texte se distingue aussi. Hein. Alors, il y a une cover qui serait à découvrir, dont on va garder le titre secret, mais pourquoi chanter Stromae? Stromae et Daft Punk, les deux m'ont sauvé pendant Corona, parce que j'avais leurs albums que j'ai écoutés au fur et à mesure, tout le temps. Et Stromae m'a donné beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne énergie, parce que c'était une phase très difficile pour moi à vivre, parce que j'étais beaucoup seule. Et les professeurs étaient super sages quand on disait il ne faut pas se rencontrer, ils ne se rencontraient pas. Et comme il n'y avait plus de concerts et plus de choses à vivre, j'avais besoin de la bonne musique pour me tenir en forme. Trop bien. Alors, j'ai quand même envie de te demander, peut-être en quelques phrases, quel est ton processus créatif? Juste un petit peu de... Pourquoi? C'est difficile. Alors là, on a vu quand même, dans les grandes thématiques, il y a l'amour. Ouais. Il y a peut-être aussi un peu le côté cliché, où il y a de l'histoire beaucoup, il y a de la mise en scène. Ouais. Et ce que j'ai envie de te demander, c'est comment, est-ce que c'est des histoires que tu imagines et tu te dis il faut que je raconte cette histoire, ou est-ce que c'est des thèmes que tu veux explorer? Je crois que ça évolue en ce moment, parce que quand j'ai dit les deux chansons les plus récentes qui parlent des femmes courageuses, c'est vraiment un projet un projet nouveau. Je me suis dit, je vais raconter la vie de quelqu'un, je vais me mettre dans quelqu'un d'autre qui a une vie intéressante. Et avant, je tournais toujours exclusivement autour de moi-même. Et de mes sentiments, peut-être aussi pour comprendre mieux mes sentiments, à moi, mes émotions, pour pouvoir... Et quand... tu connais Zao de Zagazon? Sans doute. Ouais, j'ai vu aussi que tu l'avais... Ouais. T'avais mis sa musique dans pas mal de tes publications. Ouais, j'adore aussi. Et elle est très près du sentiment, de l'émotion. Et c'est très ouvertement aussi que j'adore. Et je vois beaucoup de similarités parce qu'elle dit aussi, elle avait tellement d'émotions et quand elle se met au piano, elle peut gérer tout ça. Et je crois, je suis un peu comme elle. Quand je me mets au piano avec mes émotions et je peux vraiment... j'ai une phase très, très difficile à cause de l'amour peut-être, et je crois que c'est le thème que presque tous les musiciens, ce qui est très très important, très en avant pour beaucoup de musiciens, parce que c'est une façon de le gérer. Je dis pour moi aussi, c'est ces deux choses, tourner autour de moi-même, mais maintenant aussi donner d'autres perspectives parce que ça crée beaucoup de liens, d'émotions, et parce que cela montre aussi qui je suis. Si je m'intéresse à Gisèle Pelicot, à Marie-Amélie Le Fur, ça me montre encore un peu plus que, voilà, encore une chanteuse qui a des problèmes avec l'amour. Je vois. Alors, j'aurais évidemment beaucoup d'autres questions.
à te poser, mais déjà, je pense qu'on va en faire une partie en allemand. Parce que là, c'était vraiment plus l'idée justement de te découvrir dans le public francophone, de découvrir ta musique et d'aller écouter tout ce qui va sortir. Une partie des chansons que nous avons mentionnées sont déjà disponibles en ligne. Pour les suites, les gens pourront patienter, ou aussi soutenir évidemment le crowdfunding. Où est-ce qu'on te retrouve ? Parce que tu as une newsletter, des réseaux sociaux. Ouais. Sur mon page web, www.laurade, avec 2 E, alors Laura DEE.de. On peut aussi abonner mon newsletter, trouver les liens au crowdfunding et découvrir ma musique avec d'autres liens. Et sinon, je suis sur Instagram, Facebook, ce qu'on va peut-être ajouter au lien en bas de page. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Un mot de la fin? J'ai hâte de jouer à Bordeaux, que je vais faire en octobre, et de découvrir les réactions des Français, des Françaises quand je chante en français. Parce que c'est toujours quelque chose qui reste à découvrir. Comme j'ai dit, j'ai chanté un café crème, ce qui était hyper intéressant pour moi. Mais quand je suis en Allemagne, j'ai surtout un public qui parle peut-être ou qui comprend peut-être un peu français, mais pas trop. Et je vois, c'est vraiment autre chose de chanter quelque chose qui a une vraie histoire compréhensible ou pas. Et je ne savais pas ça avant, parce que moi, musicienne, je pense aussi beaucoup à des harmonies, à des mélodies, à des arrangements. Et la langue, c'est pas toujours forcément la première chose, mais je me suis rendu compte, le public, ceux qui ne sont pas musiciennes, ils ont besoin d'un texte qu'ils comprennent. Voilà. J'adore. Eh ben, je vous encourage vraiment de toute façon à aller tout écouter. Parce que moi, de toute façon, quand on a pris contact, le projet, l'ensemble, tout, j'ai trouvé ça génial. Donc, je suis hyper heureuse que tu nous aies ouvert un peu plus grand les portes pour aller découvrir tout ton univers. Et de toute façon, je pense que tu vas rester dans la scène berlinoise, francophone, oui. visible. Je pense que là, en plus, on salue Pascal Thibault qui nous a permis de nous rencontrer. Et aussi, je le salue en particulier parce qu'il lance des soirées dansantes francophones. Oui, je sais. Tu y vas aussi? Alors, j'y ai pas encore été, mais je sais plus je crois que c'est fin septembre. Il y a ce rencontre-là à l'école, au lycée français de Tiergarten. Là, c'est le 27. Il y a toute une série il y a un grand après-midi francophone avec plein de musique et d'autres... je ne sais pas, d'autres associations. Ça va être super intéressant. Et je crois ce soir-là. Eh bien, on va tout mettre, parce que justement, il y a des soirées françaises régulièrement organisées, avec de la chanson française à Berlin, ce qui est quand même un immense plaisir. J'adore, je trouve ça grave cool. Donc, alors, on s'y rencontre bientôt. Exactement. On pourra t'y voir aussi, j'imagine. Ouais, j'y vais, sans doute. Voilà, tous les trucs franco-allemands que je puisse faire à Berlin, il y en a plein à découvrir. C'est super intéressant, j'y vais. J'adore. Et la prochaine fois, tu nous raconteras tout ce qui s'est passé après, entre-temps. Trop chouette. Peut-être une autre chanson triste. On est optimiste. Eh bien, merci beaucoup, Laura. Laura dit, du coup. Oui, merci beaucoup pour, comment est-ce qu'on dit, pour l'invitation. Bravo, vous avez écouté ce nouvel épisode du podcast Berlin de Toi jusqu'au bout. Vous retrouverez l'ensemble des notes liées à l'épisode sur le site internet www.berlindetoi.com. Vous pouvez nous soutenir en mettant une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également souscrire à la newsletter sur Substack et je me réjouis de vous retrouver sur LinkedIn ou Instagram à Berlin de Toi.